Donc d'ici là, vous allez repartir dans vos établissements. Quel cheminement, qu'est-ce qu'on fait, par où on s'y prend? Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à changer, à faire bouger. J'ai juste fait le choix de rester sur deux éléments, l'évaluation et la formation. L'évaluation parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, les évaluations telles qu'on les a connues, elles doivent être repensées urgemment. Et je pense que si on repense ces évaluations, on fera intégrer le numérique de manière plus rapide dans nos classes. Je vais vous donner deux exemples de modalités de fonctionnement d'une autre type d'évaluation qui peuvent être mis en place. Et ayez à l'idée que, par exemple, en Finlande et dans d'autres pays, au baccalauréat, l'équivalent de cet examen terminal, de fin de scolarité secondaire, on a accès à Internet. Excusez-moi, Danemark. Donc, au niveau de l'évaluation, ce que permet le numérique, c'est une formidable opportunité de bâtir sur les acquis préalables. Je vous disais tout à l'heure que nos élèves pouvaient garder trace de ce qu'ils faisaient sur des temps plutôt restreints. Et là, ce que je vous montre, c'est un portfolio digital d'une élève de 14, 13, 12 de terminale qui a commencé en 6e. Et en fait, ici, on sait qu'une capture d'écran, mais derrière chaque onglet, on a une année de classe. Et derrière cette année de classe, on va trouver l'ensemble des écrits de cet élève, quelques éléments prégnants autour de projets et des éléments plus personnels, type onglet sur la curiosité, ma curiosité personnelle et les sujets que j'ai cherché à développer. Et cette petite fille, enfin, ils sont pleins dans cette école qui s'appelle iTechI. Si vous voulez aller voir, j'ai mis les liens en fin de diapo. C'est une école qui fonctionne un peu différemment avec le numérique et qui base beaucoup de l'enseignement sur la trace des données élèves, sur la construction de portfolios. Et eux ont travaillé sur des tests qui ont montré qu'effectivement on avait moins de décrochage, on avait des élèves plus investis et puis surtout on arrivait à sortir de la difficulté certains élèves, parce que quand je vous dis on peut bâtir sur des acquis préalables, ça veut dire que les élèves, quand ils vont revenir, on leur dit toujours mais cette information ça a déjà été vu et ces éléments on les connaît déjà. Le problème étant c'est que vous allez leur dire, ou les enseignants vont leur dire avec un vocabulaire différent, dans un environnement différent, il est très compliqué pour eux d'aller rechercher cette information. Si les élèves gardent trace, pas de tout, mais d'un grand nombre d'éléments sur des portfolios et vont aller eux-mêmes rechercher des éléments, ils vont pouvoir plus facilement les recontextualiser et bâtir à l'endroit même où vous avez déjà, vous, posé les pierres. Chose qui n'est à l'heure actuelle pas possible avec le système de cahiers ou de traces très éphémères qu'on a. Le numérique le permet. Les ENT le permettent. Donc ça, grande différence au niveau, et tout ça représente l'évaluation de cette petite fille, excusez-moi, elle est en terminale maintenant, mais elle a même gradué, je crois. Mais c'est quelque chose qui permet de repenser l'évaluation. Dernier élément, je pourrais vous en parler pendant longtemps, on n'a plus trop de temps, c'est en fait ce qu'on appelle le courant 20% time. C'est 20% du temps scolaire qui est dans plus en plus en Europe de l'Est et aux États-Unis, Amérique du Nord, Canada aussi. C'est un courant qui laisse 20% du temps scolaire, vous allez sauter au plafond, pour développer ses propres projets. Pour aller chercher, avant de développer des projets, il faut faire des recherches, avoir accès à un certain nombre d'éléments. 20% du temps scolaire est dédié aux élèves à faire fonctionner et transférer les compétences qu'ils ont acquises, à travailler sur ce qu'ils ont, eux, envie de creuser. Ça peut être de l'astronomie, mais ça peut être des techniques de stratégie de jeu de balle, que sais-je, de manière libre et guidée par l'enseignant, parce qu'il y a aussi, on les laisse pas libres comme ça de tout faire, mais par des stratégies bien établies, on leur laisse 20% du temps pour faire ces travaux-là. Ça fait une dizaine d'années que ces courants existent. Qu'est-ce qu'on a noté? Que des choses qui, si on avait un peu de temps, vous les trouveriez sans aucun problème. Moins, voire plus de décrochage scolaire. Investissement, assiduité plus importante. Les élèves savent pourquoi ils apprennent et ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et puis, on a un développement de tout ce qui est imagination, innovation, création important. Et on a d'autres interactions qui se mettent en place à l'intérieur des classes. Et on a ce qu'on appelle, dans le domaine de l'excellence, des élèves qui arrivent à des niveaux de compétences qui ne sont jamais atteints par le système scolaire lui-même, sur des compétences définies de mathématiques ou autres. Donc, vous avez
si vous souhaitez aller voir les informations, plus d'informations via le lien ci-dessous. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vous parle de faire entrer la compétence à l'intérieur, il faut laisser aussi le temps aux élèves de bâtir et de transférer. Ça peut se faire de manière moyennement autonome. Une partie du temps scolaire, on pourrait penser pour être dédié à ce type d'éléments et pourrait représenter en soi un système d'évaluation. Dernier élément, la formation. Donc, au niveau de la formation, elle est depuis très longtemps une formation descendante. Les enseignants attendent de nous du PRF, du PNS, que sais-je, que les formations arrivent. Malheureusement, aujourd'hui, pour votre information, une génération numérique, c'est 3 ans. Le temps qu'on forme les formateurs, que les formateurs forment tout le monde, on ne s'en sortira pas. On va s'essouffler. Et je pense de fait que c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Aujourd'hui, quand je fais des formations, mon principal souci, j'ai bien changé, j'ai commencé il y a plus de 10 ans à faire la formation, c'est de donner le moyen aux enseignants d'une responsabilité assumée en auto-formation. C'est-à-dire, je fais une formation, ok, je vais dispenser un certain nombre de contenus, je vais essayer de changer les pratiques. Comment est-ce que je fais pour leur faire assumer cette responsabilité d'auto-formation et faire qu'ils sortent de ma formation en étant autonomes? Par exemple, je fais une formation sur les tablettes, l'écriture avec tablette, sur des plateformes collaboratives synchrones. Quelle est ma démarche en tant que formateur pour que, après moi, ils continuent à travailler et à se documenter et à rechercher? Alors, c'est un peu pieux, vous allez me dire, non, c'est possible. C'est juste, je vous ai mis 2 pistes. Il faut, à mon avis, guider les conduites du quotidien. Quand je dis guider les conduites du quotidien, c'est-à-dire que la formation, on ne doit plus la penser seulement. Je dis seulement. Il faut encore la penser comme ça, mais plus seulement en termes de paquet de formation qu'on va poser semaine après semaine ou qu'on va poser des éléments donnés. Elle doit être pensée au quotidien, c'est-à-dire que l'acte d'auto-formation, il doit se penser qu'est-ce que je fais dans mon hygiène de vie et qui ne va pas être très coûteux en temps, parce que mobiliser les gens sur une semaine, un mois de formation, je me rappelle il y a quelques temps, c'est coûteux intellectuellement parlant. Je pense qu'il y a d'autres modalités de fonctionnement sur lesquelles on peut agir avec les enseignants et qui va être pour le coup un cercle vertueux, va les entraîner vers de l'auto-formation de manière régulée. Donc je vous ai mis un exemple ici qu'on appelle Connected Teacher Month aux États-Unis, mais ailleurs, c'est des mois d'enseignants connectés sur lesquels on commence à enclencher une dynamique et ils ont 5 minutes de travaux à faire via des consignes qui sont données tous les jours pendant un mois. Et ça suffit chez bon nombre d'entre eux à déclencher quelques éléments de travail et d'hygiène de vie d'enseignants responsables auto-formés. L'autre élément, c'est il faut que le formateur pense à créer un maillage non stérile. Quand je parle non stérile, souvent le maillage il se fait, et là encore, on revient, c'est toujours les mêmes problèmes. Entre le moteur de recherche et l'utilisation des réseaux sociaux, on fonctionne dans des bulles dans lesquelles on est à l'aise, et créer un maillage non stérile, c'est aller vers des éléments qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'essaie dans mes fils Twitter, les gens que je suis, déjà d'être sur les 4 continents, les 5 continents, et de pouvoir avoir accès à différents types de méthodologies. C'est-à-dire que je vais suivre des enseignants anglophones, mais asiatiques, qui vont utiliser certaines méthodologies de travail autres, d'intégration du numérique. Je ne peux pas suivre tous les gens qui de toute façon vont tweeter la même chose en France. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au Brésil, où là, on a d'autres problématiques avec des classes différentes et de voir comment ils intègrent. Bref, c'est toute cette dynamique-là qui est à mettre en place. Bon, là, je parle du formateur et de possibles éléments. Mais déjà, si nos enseignants pouvaient consulter ou avoir cette dynamique de recherche via un maillage non stérile, on y gagnerait beaucoup. Rapidement, les pistes que je vous ai données, c'est la formation en distanciel sur l'accompagnement de pratique. Il faudrait que je reste plus longtemps parce que j'aimerais vous parler de la différence entre une formation en accompagnement distanciel et les MOOC. Aujourd'hui, juste pour vous, on estime qu'un MOOC est réussi avec un pourcentage d'assiduité de, à votre avis, combien? Si quelqu'un peut me donner une réponse. On estime qu'un MOOC est réussi, il y a 1000 élèves qui s'inscrivent au MOOC, on estime que ce MOOC est réussi à partir de quel pourcentage d'élèves qui sont allés jusqu'au bout du MOOC? Je suis désolée, j'entends pas. J'ai entendu 10. 10. Eh ben, vous n'êtes pas loin, madame.
C'est pas loin du tout, c'est 4%. Ah oui, c'est 4%. On estime que vous réussir à 4%. Sur ce modèle-là, je vous avoue que je me pose énormément de questions. Donc c'est pour ça que je parle de formation en distanciel sur l'accompagnement des pratiques. J'ai eu la chance de mettre en place l'année dernière sur le PRF, plan régional de formation Amérique Nord, d'autres modalités de fonctionnement avec le numérique. J'ai créé un groupe, un maillage d'enseignants qui ne se connaissaient pas pour travailler autour de l'écriture. Et je les réunissais une fois par semaine, 1 heure, sur tout un projet dans le temps. En tant que formateur, aujourd'hui, moi je ne veux plus fonctionner différemment. C'est la première fois en tant que formateur que j'ai vu des conduites changer de mes enseignants et de voir se construire la compétence. 8 semaines de travail ensemble, à raison de seulement 1 heure, semaine. Laisser le temps de digérer l'information, de vivre avec cette formation et d'avancer beaucoup plus vite que sur des formations que je posais en 2-3 jours auparavant. Donc voilà, c'est des formations hybrides, c'est ouvrir sur les réseaux sociaux et je vous en ai parlé un peu tout le temps, c'est peut-être vous en tant que formateur, IAIPR, chef d'établissement, si je vous engage à faire une seule chose, si vous avez tout oublié de cette conférence, et si vous n'en retenez qu'une pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, je vous engage à faire une seule chose, c'est à vous créer un compte Twitter et à vous abonner à certains fils Twitter et à prendre 5 minutes par jour, même pas plus, 5 minutes par jour à regarder ce qui se passe. Et là, la formation, si vous arrivez à avoir cette hygiène de 5 minutes par jour, vous allez voir votre acquisition, votre taux de connaissance et votre degré de connaissance sur les sujets que vous aurez choisis, d'avancer, pas que le numérique, il y a d'autres éléments. Il peut y avoir tout un tas de choses en fonction des disciplines, il y a des fils Twitter de chefs d'établissement, tout un tas d'éléments. Je suis sûre que vous rencontrerez beaucoup de monde. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens qui m'ont fait largement avancer. Donc je vais terminer là cet exposé. Je m'excuse pour le retard, les difficultés de connexion. On a fait ce qu'on a pu. Je terminerai juste en fait par une citation qui suffirait à elle-même à résumer l'ensemble de ce qui a été vu ici. Vous connaissez sûrement cette jeune femme qui n'est plus si jeune puisque la photo date, c'est Hannah Arendt, qui a écrit un ouvrage que beaucoup d'entre vous doivent connaître, La crise de la culture, dans lequel sont recensés bon nombre de problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui avec l'entrée du numérique. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons aussi nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu. Bah oui, le numérique arrive et ça, c'était pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une belle fin de conférence.